c'est de vous donner, à vous qui êtes les chercheurs de la région des Hauts-de-France, de vous donner une visibilité et un lieu d'échange avec les entreprises. Parce qu'on sait bien que quand vous travaillez sur des programmes de recherche, des TRL qui commencent, qui commencent sur l'échelle, en bas de l'échelle, donc à 1, il faut arriver jusqu'à 9, 10, 9 je crois, hein, les échelles TRL c'est jusqu'à 9. Il faut à un moment donné que des entreprises prennent le relais, voient ce que vous êtes capable de faire, voient les innovations qui sont derrière les travaux de recherche et puissent trouver le complément qui puisse vous aider à financer vos recherches et trouver les applications pour leur propre projet industriel. Donc ce maillage, cette rencontre entre la recherche et l'industrie, elle est primordiale. Et c'est ça que l'on veut faire à travers cette journée, qui est sous l'égide de NFID. Alors NFID a changé de nom, alors je suis désolé, j'ai plus le nom en tête là. Hardy, voilà, c'est ça, Hardy. On devrait se souvenir de ce nom, c'est un beau nom. Donc c'est dans le cadre de cette semaine de la recherche et de l'innovation. Et ce que l'on pense, quand on voit que l'année dernière, il y avait 5 vidéos qui avaient été présentées à Dunkerque, cette année 10 à Lille, on se dit qu'on peut aller vers une idée d'un portail sur le web qui présente toute la recherche qui est faite dans les Hauts-de-France sur l'énergie et que ce soit un lieu permanent d'échange avec les entreprises. On réfléchit à ça et c'est peut-être quelque chose qui prendra le jour dès l'an prochain. Voilà. En tout cas, nous avons découvert 10 beaux projets cet après-midi. Et je le précise, Jean Gravellier, vous êtes directeur du pôle énergie 2020, mais on vous connaît maintenant ici. Alors... Merci d'être avec nous. D'abord, Nicolas Laubat, je posais la question à Jean Gravellier, l'objectif de cette journée. Vous, qu'est-ce que vous en attendez en tant que vice-président du Conseil régional de France? J'en attends énormément. Je suis très heureux de vous retrouver et en même temps un peu frustré, car je ne pourrai pas rester avec vous toute l'après-midi. Mais comme vous le savez, vous avez vu des visages familiers du Conseil régional qui sont avec vous cet après-midi et qui ne manqueront pas de me rendre compte aussi de la qualité et de l'importance des échanges. Il faut savoir que le Conseil régional est dans une période un peu particulière où il vient d'adopter son schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, c'est certes une contrainte légale que le législateur nous impose, mais on a voulu, avec les équipes du Conseil régional, et pas seulement avec l'ensemble des acteurs de la communauté de l'enseignement supérieur et de la communauté scientifique régionale, faire de cette contrainte légale une opportunité d'échanger, de construire ensemble. Et dans ce document dont vous serez prochainement destinataire, parce qu'il a été adopté en séance plénière, eh bien vous verrez qu'on a formulé 3 grandes ambitions, dont une est spécifiquement dédiée à l'importance que nous souhaitons accorder à la recherche sur le territoire de la région et à l'impératif catégorique que représente la mixité des équipes entre les laboratoires et les entreprises. Vous savez que j'apprends probablement rien à personne ici et on est dans une illustration concrète cet après-midi, mais c'est au fond des rencontres improbables et j'espère que des nouvelles vont jaillir cet après-midi, et bien que peuvent naître les innovations et les volontés de travailler ensemble pour que derrière simplement une réflexion sur un besoin, une solution, une innovation technique, eh bien on réfléchisse à aller plus loin vers, si possible, l'organisation et la structuration d'un écosystème et pourquoi pas le développement d'une filière industrielle. Merci. Cette conférence, parce que vous le dites, il y a cette question du lien entre les laboratoires et les industriels. Cette conférence s'inscrit aussi dans la démarche, la grande démarche REV 3 que vous menez au Conseil régional notamment. Pourquoi la recherche et l'innovation sont des leviers importants pour vous dans la réussite de REV 3 ? Parce que le contenu même de REV 3, de la 3e révolution industrielle, j'en parle avec l'humilité propre à mon caractère et en plus aux fonctions qui sont les miennes. C'est une responsabilité au Conseil régional, vous le savez, qui est confiée à Philippe Rappeneau, avec lequel je travaille vraiment en très grande proximité. Il se trouve que j'ai un petit peu plus de crédit que lui, alors de temps en temps on discute et il arrive sans trop de difficulté à me convaincre effectivement d'orienter des crédits vers des projets consacrés à la 3e révolution industrielle. On est absolument convaincu que derrière
ce qui est un peu plus qu'une intuition de ce prospectiviste Rifkin qui nous a amené à nous engager sur cette démarche de troisième révolution industrielle. Il y a certes des évolutions et des adaptations des comportements, mais qui ne pourront être accompagnées que s'il y a aussi d'importantes avancées et innovations technologiques. Et pour nous, si on veut passer du stade de l'intuition à la démonstration et à la preuve, qui est pour les scientifiques quelque chose de tout à fait essentiel, de la mise en œuvre dans la société des orientations de la troisième révolution industrielle, de REV 3, eh bien il faut qu'on y mette les moyens et qu'on emmène davantage d'équipes, davantage de territoires vers ces objectifs par des illustrations extrêmement concrètes. C'est bien l'objectif de la région quand elle apporte ses financements sur la troisième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, on le sait, c'est tout un écosystème qui doit jouer et qui doit se mettre en mouvement. Quel rôle, si on regarde cet écosystème, pour les universités et les grandes écoles? Alors, c'est un rôle décisif pour l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur du territoire régional, et j'insiste sur la communauté, sur le territoire régional, et quelque part la grande diversité des personnes présentes cet après-midi est extrêmement encourageante parce que on a vu les logos, là, il y a tous les grands établissements du territoire, dans son versant Picard, dans son versant Nord-Pas-de-Calais, parce qu'on est quand même encore un petit peu structuré dans notre inconscient de cette manière-là. On observe, j'ai la chance de tourner dans quasiment la totalité des établissements depuis 2 ans, que les maquettes pédagogiques sont profondément, pas simplement irriguées, mais modifiées et transformées par les impératifs de la troisième révolution industrielle, simplement d'abord parce qu'il y a une volonté exprimée par le haut, mais aussi parce que les attentes des entreprises dans les stages, dans les besoins pour le développement futur sur les marchés à venir, s'expriment très concrètement pour obtenir des étudiants qui soient davantage formés. La difficulté étant d'ailleurs d'avoir peut-être des enseignants qui sont eux-mêmes aussi en capacité de le faire. Et j'observe quelque chose de très encourageant qu'on voudrait pousser encore dans le cadre du schéma, c'est que des coopérations se mettent en œuvre entre les établissements sur ces objectifs de la troisième révolution industrielle, et je veux croire que des temps comme ceux que vous organisez cet après-midi, eh bien, sont sans doute à l'origine de ces coopérations nouvelles, et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas manquer d'être présent avec vous au début de cette manifestation pour l'encourager. Jean Gravelier, vous souhaitez compléter? Oui, juste pour dire que l'an dernier, effectivement, un projet coopératif est né suite à ces rencontres il y a 1 an. Voilà. Merci, et je remercie à nouveau Monsieur le Vice-président Nicolas Lebas. On peut vous applaudir pour cette ouverture. Et on va maintenant passer à la conférence de clôture. Et vous avez choisi, Jean, pour clôturer cette conférence, d'inviter un grand témoin, on peut dire, sur le sujet. Un homme qu'on connaît bien dans les Hauts-de-France, c'est Pierre Georgini, président recteur de l'Université catholique de Lille. Et je vais l'inviter à nous rejoindre. Et vous souhaitiez, Jean, faire une petite présentation. Voilà, Pierre Georgini, vous êtes à l'écoute. Il est vrai que, je ne sais pas si Ça marche. on ne présente pas Pierre Georgini dans les Hauts-de-France puisque tout le monde vous connaît. Il faut juste un peu vous resituer. Bon, moi j'ai envie de dire, vous êtes un homme des Ardennes. Bon, quand on s'était vu, on a parlé de la centrale de Chaux et vous m'avez déjà expliqué le lien que vous aviez fait entre des conflits sociaux et aussi des structures en réseau. Et vous êtes un homme de réseau, alors vous êtes aussi un ingénieur de formation, vous êtes enseignant. Mais cet homme de réseau, bon, on va redire rapidement, vous avez été diplômé à l'Institut national des télécommunications. Vous avez créé une école d'ingénieurs qui s'est appelée Lille Télécom 1. Vous avez occupé des hautes responsabilités à France Télécom, chez Orange. Bon, je passe. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment autour des 3 livres que vous avez écrits qui mêlent cette réflexion autour des réseaux et de la sociologie. Ce triptyque, dont je rappelle les titres, 3 livres, donc La transition fulgurante, La fulgurante recréation et Au crépuscule des lieux, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc c'est le fruit de notre rencontre, ça a été le titre de cette conférence, La transition énergétique, un pari de transformation sociétale, enjeu pour la formation et la recherche. Voilà. Pourquoi c'est un thème fondamental celui-là pour vous?
Alors, c'est parce que ça part des questions que l'on s'est posées tout à l'heure, et puis qui sont dans l'air ambiant aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous abonder de chiffres, mais juste histoire juste de se faire un petit peu peur, mais c'est vrai qu'il y a de quoi. On est quand même devant, on s'est créé une falaise en 150 ans, c'est-à-dire en 1860, notre consommation énergétique était l'épaisseur d'un trait de crayon. Aujourd'hui, ou en tout cas en 2010, c'est 15 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est ce qui nous a permis le développement économique, c'est ce qui nous a permis la croissance de nos populations au niveau mondial. Mais évidemment, c'est aujourd'hui la question sur l'environnement qui est posée à travers ça et qui amène, bien sûr, des réponses que nos chercheurs mettent en œuvre, et on a eu les témoignages pendant tout l'après-midi, mais on voit bien qu'il y a un gap à passer, qui est, ce ne sera pas simplement les ENR, ce ne sera pas simplement l'efficacité énergétique qui réglera les problèmes. Il y a un nouveau modèle économique à créer, un nouveau modèle social, c'est-à-dire qu'il s'agit de consommer, de produire, d'échanger moins et autrement surtout. Et du coup, il y a des tas de questions de frontières, et ça c'est monsieur Giorgini, c'est Pierre Giorgini qui explique ça au long de ses ouvrages, des frontières qui s'abolissent. Je dirais que la notion de désir sans limite qui fonde le libéralisme se trouve largement interrogée. Les ressources ne sont plus infinies. L'économie basée sur la production, elle est sur la sellette. En revanche, une autre économie peut naître, et c'est vous qui le soulignez, celle de la connaissance, de la relation, du service de proximité, de la création artistique, tous ces lieux où il n'y a pas de limite physique à la réalisation de nos désirs. Et c'est peut-être vers cela qu'il faut aller. La révolution digitale s'ajoute à tout cela, à cette nouvelle perception des limites, et Internet devient un peu le paradigme de ce nouveau monde en pleine gestation. Nous passons, je vous cite, d'une économie centrée sur l'efficacité productive à une économie centrée sur l'intensité créative. Nous passons de systèmes complexes basés sur une pensée mécanique à un mode coopératif, maillé, réparti. C'est quelque chose qui revient dans vos ouvrages, où chacun est co-créateur, partenaire. Il n'y a plus ni client, ni fournisseur. Et on pourrait dire que le bien marchand du XXIe siècle, ce sera peut-être la créativité, c'est vous qui le dites. Alors, pourquoi je vous ai fait venir? C'est parce qu'on sent bien que devant ces changements devant lesquels nous sommes, devant cette falaise, mais il peut y avoir le risque de se perdre ou de se jeter aussi à corps perdu, sans discernement, je dirais. Et on a besoin de sens, on a besoin de croire à ce qu'on fait, de faire en imaginant et d'imaginer en faisant, c'est aussi vous qui le dites. Alors, tout commence par la formation, sans doute aussi la recherche, mais je pensais que votre éclairage pouvait nous donner de la largeur. La hauteur, on y était déjà, la hauteur, on a été assez haut tout l'après-midi, mais peut-être de la largeur d'esprit. Merci Pierre d'être venu et pour nous parler maintenant. Et on vous laisse la parole. Pierre Giorgini, on va vous donner le micro. Merci. Bon, merci. Ça fait un peu drôle, surtout qu'il y a des visages qui m'ont déjà entendu, ce qui en dit long sur ma qualité pédagogique. Je commence toujours aussi mes conférences, ceux qui me connaissent, ça commence toujours par là, où je rappelle qu'en 84, j'ai participé à un article dans Le Monde qui disait Internet, 0 milliard de bits, 0 milliard de chiffre d'affaires, pas de modèle économique, voué à l'échec, le Minitel est l'avenir. Ça vous en dit long sur mes capacités prospectives et devrait vous amener à exercer votre légitime méfiance sur ce que je vous raconte à partir de maintenant. Il y en a beaucoup qui partent, ça a déjà commencé. Comme dirait ma mère ardennaise, ça m'a été loin cette affaire, c'est pour ça que, parce que j'étais sincère dans cette démarche, je pensais sincèrement qu'Internet, ça allait pas marcher. Et je me suis rendu compte au fond que malgré toutes les études que j'ai pu faire en tant qu'ingénieur, en tant que passionné de technosciences, finalement les croyances étaient quand même encore là, c'est-à-dire que je continuais à ne voir que ce que je croyais, alors que j'avais beaucoup travaillé pour ne croire que ce que je voyais, conceptualisé, mathématisé, numérisé. Voilà, donc ça a été un peu un choc qui m'a fait que j'ai plongé à la fois dans la psychanalyse et dans la philosophie. Je ne me prends pas pour un philosophe, parce que c'est très dangereux de se prendre pour un philosophe en ce moment. Donc, il y en a qui le sont et qui le croient, donc moi je préfère dire que je ne suis pas un philosophe. Par contre, je suis passionné effectivement par les questions de philosophie, et notamment ces questions autour de transformation. Je travaille de façon très proche, mes maîtres à penser en quelque sorte. Ce sont des gens comme Alain de Vulpian, l'anthropologue, des gens comme ça, qui travaillent sur la métamorphose.
et Paul Jorion qui nous a rejoints aussi à la Cato de Lille, et puis c'est une magnifique aventure dont je dirais peut-être 2-3 bonnes conclusions que nous essayons de conduire sur ce que j'appelle l'expérience étudiant par rapport aux enjeux dont vous parliez sur la recherche et la formation. Peut-être sans être trop long, je crois que on doit arrêter à 21h, c'est ça que vous m'aviez dit à peu près. Donc en général je termine tout seul. Donc, non, on va essayer de tenir dans la demi-heure. Il ne l'a pas dit tout seul, enfin il le sait parce qu'il s'est inspiré de Conditions de l'homme moderne d'Hannah Arendt, mais c'est très intéressant ce que dit Jorion quand il dit, et je crois que c'est au cœur de notre débat, il se pourrait qu'on soit suffisamment intelligent, technologiquement parlant, pour produire notre successeur sur cette planète, et suffisamment stupide pour être incapable de nous y préserver. Voilà. Je trouve que cette phrase à elle seule résume assez bien la question autour de laquelle on tourne, et elle parle assez bien, y compris du débat au niveau mondial, qui représente au fond des écarts de vision et de représentation du monde. Je pense personnellement que nous sommes avec d'autres, mais il y en a d'autres qui pensent le contraire et qui sont tout à fait estimables, je pense que nous sommes dans un changement, on parle d'une métamorphose anthropologique, en tous les cas moi je pense que nous sommes dans un changement civilisationnel. En tous les cas si on ne le conduit pas, on va avoir des lendemains très difficiles. Clairement, je pense que nous sommes à la fin d'un cycle, au fond le cycle des Lumières, j'expliquerai pourquoi, et à la fin d'une vision un peu réductionniste, c'est-à-dire au fond de penser que nous pensions d'ailleurs que nous pouvons continuer à être dans une civilisation, dans une économie du stock disponible, comme dirait Heidegger. C'est-à-dire au fond, nous pouvons utiliser les stocks naturels, les stocks humains. Dans la pensée d'Heidegger, le stock disponible, ça concerne aussi les ressources humaines modernes. Il y a les ressources en carbone, il y a les ressources en pétrole, et puis il y a les ressources humaines. Et donc dans une vision au fond du stock disponible, c'est-à-dire de la capacité je dirais d'arraisonner, de réduire, sans limite. Alors on savait bien qu'il y avait une limite. Et ensuite, comme vous l'avez dit très bien, on a franchi les limites démographiques, etc. Puis à un moment, comme dit François Rodier, donc je vous conseille vraiment la lecture du livre, je ne conseille pas forcément la lecture des miens, même s'ils sont remboursés par la sécurité sociale, puisque 3 pages équivalent à l'exomile, paraît-il, mais François Rodier a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Traité de thermosociologie, c'est un astrophysicien, et il travaille beaucoup autour de ce qu'on appelle l'autopoïèse, c'est-à-dire il montre très bien comment le vivant, au fond, arrive à créer des structures stables dans une entropie qui, par définition, est instable par l'autopoïèse, c'est-à-dire par le fait qu'il est capable en permanence de réinventer ses processus internes de façon dynamique pour s'adapter, au fond, à l'environnement qui se transforme, et qu'il transforme d'ailleurs lui-même. Et ça, en réseau, enfin, il y a tout le développement d'une pensée. Et je pense, comme lui, que nous sommes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire nous avons perdu l'autopoïèse. Et à partir de là, nous avons à conduire un changement qui n'est pas un changement technologique seulement. Je reviendrai tout à l'heure sur à la fois le formidable défi des technosciences, mais aussi le risque colossal qu'elles nous font courir. Je vais revenir dans 2 minutes sur le plan plus philosophique. Donc le changement civilisationnel, en gros, c'est le passage d'une économie de la réduction, de l'arraisonnement, du stock disponible, à une économie de l'alliance. Certains, comme Isabelle Delannoy ou d'autres, à Lausanne par exemple, au l'Institut Polytechnique de Lausanne, où ils commencent à travailler sur ces sujets, parlent de l'économie symbiotique, c'est-à-dire au fond, on pourrait aller vers des modèles d'une nouvelle alliance entre la technosphère, technoscientosphère, technosciences, la sociosphère et la biosphère. Et qu'il y aurait déjà dans les premières sources de biomimétisme ou d'un certain nombre de développements aujourd'hui, peut-être les bases, les premières traces de ce défi, de cette nouvelle alliance. Mais cette alliance, vous avez bien noté qu'on parle de l'alliance, y compris avec la sociosphère. Ça va nous obliger aussi à penser autrement, notre façon de penser notre interdépendance, comme dirait Mireille Delmas-Marty, et ce à l'échelle planétaire. Donc c'est une transformation vraiment fondamentale, civilisationnelle, vraiment une transformation profonde qui est devenue, je dirais, indispensable en tous les cas à notre survie, sauf
si on se met dans le fantasme de la production, au fond, d'un surhumain, d'un post-humain, d'un transhumain, qui pourrait s'affranchir par une augmentation intracorporelle, s'affranchir au fond de ces contraintes. Hein. Je rappelle que l'origine de l'Université de la Singularité et du transhumanisme, au tout départ, c'est la NASA hein, qui lance un programme de recherche parce que, conscient qu'il est impossible de coloniser des planètes externes dans des scaphandres ou dans des bulles, travaille sur l'idée qu'au fond, il faut transformer l'humain pour qu'il puisse vivre dans des confinements, dans des atmosphères qui du coup deviendraient vivables. Donc lui transformer les poumons, etc. Ça va travailler sur, au fond, la conception même de l'humain pour créer ce transhumain, ce post-humain. Ça part de là, hein, dans les années 80, fin des années 80. Donc, on voit bien qu'au fond, on peut avoir deux conceptions, et je reprends la phrase de Jorion, suffisamment intelligent pour produire notre successeur, et suffisamment con, moi j'ai envie de le dire, pour être incapable de nous préserver cette planète. Derrière ça, on voit bien que ce qui est en jeu, et c'est pour ça qu'on a un défi majeur vis-à-vis de nos jeunes, enfin nos jeunes ne sont pas nous, mais des jeunes et des étudiants, enfin si les jeunes veut dire quelque chose d'ailleurs aussi, mais c'est quand même un défi majeur parce que comment offrir à des jeunes un terrain de désespérance, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez, moi je dis souvent, j'ai fait un 49.3 avec moi-même, j'ai décidé d'être espérant. Voilà. J'ai dit on arrête les débats parlementaires là dans le cerveau, je décide d'être espérant. Espérant, ça ne veut pas dire être naïf. Ça veut dire se dire, voilà, et vous pouvez savoir ce que ça fait du bien d'ailleurs, d'être espérant. Hein, ça fait monter sur l'étape et regarder les choses autrement. Et notamment ces petites histoires sans importance où au fond, comme disait Camus, l'homme il y a plus à admirer qu'à mépriser. Or aujourd'hui, il faut bien être conscient que ce qui est moteur derrière, il y a deux moteurs derrière tout cela, c'est ce que Gunther Anders appelle la honte prométhéenne. C'est-à-dire il y a une forme de honte de soi qui se développe aujourd'hui, la honte d'avoir saccagé la nature, la honte de la pauvreté, la honte qui nous saute à la figure, comme disait Coluche, hein, il vient de mourir de faim dans notre assiette le soir, la misère du monde n'est plus à taille humaine. Et il y a donc cette forme de honte prométhéenne, et ce que Gunther Anders montre très bien, c'est que le refuge de la honte prométhéenne, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une espèce de complexe qui dit, voilà, l'humain est tellement imparfait, tellement fragile, collectivement il est tellement un loup pour lui-même, enfin je peux vous en faire toute une série, qu'au fond il y a une forme d'émerveillement face à la technologie, qui elle est conçue comme une horloge, théoriquement parfaite, même s'il y a tous les scientifiques savent qu'il y a une part de fantasme considérable derrière ça, mais il y a cette espèce du mythe, au fond techno-scientifique. Et ça, c'est un récit contemporain de la modernité qui me paraît assez dangereux. Je discute de plus en plus avec des scientifiques et non seulement des anthropologues, mais aussi des grands scientifiques de leur domaine, qui disent au fond, on voit naître aujourd'hui un nouveau genre littéraire, si je puis dire, que moi j'appelle le roman de science-fictive. Hein. C'est pas du tout la même chose que le roman de science-fiction. Quand Michael Crichton écrit La Proie, il dit clairement que son livre est un roman de science-fiction, même si, bon, il y a l'âge verte, l'âge écrit, c'est tout ce truc-là, mais on voit bien ce glissement entre un Jules Verne ou Asimov ou d'autres, Dune et autres, les grands classiques, qui sont clairement des romans annoncés comme de science-fiction, alors qu'ils peuvent s'appuyer sur des réalités plus ou moins scientifiques. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est confronté par la baisse de la culture scientifique, qui est un véritable drame, sur la montée en conscience. Il y a une forme de manipulation aujourd'hui extrêmement dangereuse qui nous construit une figure fictive de l'avenir sur des romans de science-fictifs. Hein. Alors on peut prendre des tas d'exemples. Hein. Un laboratoire américain arrive à prolonger la vie d'une cellule, et puis j'ai des étudiants, j'étais à Lyon devant 200 étudiants, monsieur, ce que vous savez, y compris ce que j'appelle des cathos de chez cathos, parce qu'il peut y avoir aussi des risques, hein, c'est que ça conduise à des formes de radicalisation anti-science. On commence à le voir naître dans un certain nombre d'endroits, c'est ça le risque. Hein. Attali dit, si la radicalité anti-science se conjugue avec la radicalité religieuse, on est vraiment mal barré, quoi, et ça va commencer. Donc si on ne développe pas la culture scientifique, et ces jeunes le disent, vous voyez, donc on va être capable de prolonger la vie humaine, d'ailleurs M. Laurent Alexandre le dit. Voilà. Et donc il faut reprendre toute une pédagogie en disant, attendez, est-ce que vous savez combien il y a de cellules dans le corps humain? Ben non, ben, il y en a 30 000 milliards. Bon. Est-ce que vous savez qu'on est en train de découvrir qu'il y a des interactions qu'on n'imaginait même pas, principe d'incomplétude, entre des cellules du cerveau et y compris des ADN du biotope intestinal. On a que 5 kg de bactéries dans l'intestin. Donc il y a en plus des interactions qui ne sont pas seulement
des organes qui communiquent entre eux avec 4 grands réseaux, lymphatiques, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, prenez un feutre, essayez de calculer, si on part de l'hypothèse qu'il y a une interaction qu'on ne connaît pas aujourd'hui entre quasiment toutes les cellules, ça fait combien d'interactions et quelle différence entre une cellule et un être vivant. Évidemment, ça fait factoriel 30 000 milliards, imaginez. C'est pas certain du tout qu'il y aurait des interactions entre le 3e neurone du cerveau et la cellule, mais aujourd'hui, on découvre que plus on avance, plus on découvre que c'est complexe. Plus on découvre de nouvelles choses, de nouvelles interrelations. Et donc, les romans de science-fiction jouent là-dessus. Elles font des extrapolations linéaires. Quand vous lisez le livre de Bostrom, que moi je suis parti 2 semaines en Angleterre, alors maintenant il paraît qu'il est traduit, je suis parti 2 semaines en Angleterre, privilège d'un président Richter, pour travailler avec des équipes, pour traduire le livre de Bostrom, Super Intelligence, qui est quand même le patron de la prospective de l'université d'Oxford, donc c'est quand même pas n'importe qui. Vous voyez, quand vous analysez le livre, il est exactement là-dessus. Les 2 premiers chapitres, c'est de l'analyse qualitative, d'interrogation d'experts ou de soi-disant experts, sur les chances qu'on a de produire un cerveau plus puissant que le cerveau humain. Mais on ne pose même pas la question de la sémantique, c'est quoi un cerveau? Est-ce qu'on parle de cette espèce de chair gélatineuse organisée en 2 lobes? On parle de l'intelligence, on parle de quoi quand on parle de l'intelligence? On dit l'intelligence artificielle, quelle horreur, comment oser utiliser le mot intelligence pour mettre artificiel à côté? C'est déjà porter un système de représentation. Donc on voit bien Bostrom qui part de ces 3 premiers chapitres, il en conclut, tenez-vous bien, c'est une conclusion très scientifique, il en conclut que nous avons 90% de chances sur 100 de produire un cerveau, on appelle la singularité, plus puissant que le cerveau humain entre 20 et 90 ans. Moi je vous fais la même chose sur les extraterrestres. Hein. Et après la 2e partie, ça consiste à dire, bon maintenant supposons qu'on les fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, toute cette nouvelle, reprise par les médias, partout, dans les journaux, dans les trucs, crée chez nous une figure fictive du futur, qui peut être d'ailleurs complètement angoissante de façon déraisonnable, ou complètement enthousiasmante de façon tout aussi déraisonnable. Donc on a un vrai sujet qui là est de la responsabilité des chercheurs et de la responsabilité des enseignants, c'est de lutter contre les romans de science-fiction. D'ailleurs, entre parenthèses, mon propre chemin personnel fait que je relis assez souvent la tradition fulgurante en disant « je croise les doigts », parce que finalement, moi j'étais un peu là-dedans. Et en 2014, moi je sortais d'Orange, l'esthétique de la technologie, les chercheurs, les trucs, les machins. Bon, heureusement, en relisant, il y avait un peu de ça, mais je n'avais pas basculé, heureusement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, la figure fictive, le rêve technoscientifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réalités derrière cette révolution technoscientifique. La transition fulgurante, dans le domaine de technosciences, elle est réelle. Et on voit bien qu'elle procède de cette combinaison entre la puissance numérique qui atteint des niveaux absolument considérables et ces interactions avec les 3 grandes révolutions scientifiques du début du millénaire que sont la génétique, les nanobiotechnologies et les neurosciences. Et on voit bien comment d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de montrer dans la transition fulgurante, comment ça interagit ensemble. C'est-à-dire que c'est l'interaction entre la puissance numérique, les neurosciences, la génétique devenue génomique quand on traite avec des ordinateurs et le travail à l'échelle quantique, les nano et biotechnologies, comment tout ça interagit ensemble et comment se crée au fond cette fulgurance un peu systémique de cette combinaison. Et puis on voit un nouvel entrant, là on a même mis un chargé de mission, M. Villani, c'est l'intelligence artificielle. Alors là on part dans à la fois des réalités puis des délires. Quand je vois une philosophe qui écrit 3 pages dans Télérama, une philosophe de renom, qui écrit 3 pages en disant « Nous allons vers un monde où les machines penseront à la place des humains », comment on définit penser? Enfin, c'est quoi penser? Voilà. Penseront. Alors vous imaginez un jeune qui dit ça, les machines bientôt penseront à la place des humains. Voilà. Quand on regarde les difficultés aujourd'hui pour travailler un peu avec les experts de Vinci sur les questions d'apprentissage de deep learning ou d'apprentissage non supervisé, je vais dire, attendez, on se calme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses en cours, mais ça veut dire qu'on se calme. Donc ça, c'est la première partie, c'est notre devoir, vous disiez enjeu pour la recherche et pour la formation, c'est comment on développe la culture scientifique et on obtient que les gens fassent un vrai travail sur ces romans de science-fiction qui se développent. Deuxième récit, on va dire récit contemporain de la modernité qui nous concerne, c'est ce changement de paradigme de la coopération. Ça, c'est très fort. Certains parlent de la convergence Internet. Moi, on ne va pas passer des heures pour savoir où est la poule et où est l'œuf. Mais on voit bien qu'il y a une transformation du paradigme de la coopération. Et c'est ça qui est peut-être à la fois un risque, mais aussi une chance, au fond, de cette nouvel essor un peu civilisationnel, qui consiste à dire, Rifkin en parle très bien, même si il peut y avoir des débats évidemment autour de la pensée de Rifkin,
Mais ce passage d'une société distributive, d'une société pyramidale, y compris dans la distribution de l'énergie, dans la centralisation de l'énergie, et vous faisiez référence tout à l'heure à ma jeunesse à chaud, où moi j'avais porté à bouffer aux jeunes militants anti-chaud qui m'expliquaient, c'était le grand slogan de l'époque, société nucléaire, société policière. Alors je n'ai pas adhéré à ça, je ne suis pas devenu écologiste, mais ça a structuré fortement mon cerveau de gamin de 14 ans, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, société nucléaire, société policière? En fait, c'était du McLuhan, c'est-à-dire les réseaux structurent la société de façon extrêmement structurante. Donc le fait qu'on fasse de l'énergie centralisée, distributive, ce n'est pas un objet neutre qui se développe dans un espace vierge. Ça a des inductions sociales, sociétales, dans nos modes d'organisation, le problème de la sécurisation, etc. Et donc ce mode maillé coopératif qui est en train d'exploser, qui pose par ailleurs des problèmes, statut de la vérité sur Internet, enfin, je pourrais tous les lister, il change le paradigme de la coopération et le paradigme de nos sociétés de façon extrêmement forte et extrêmement puissante. Et ça produit, selon de Vulpian, et j'ai un peu contribué sur le troisième effet, ça produit deux, trois grands effets, enfin deux grands effets. L'effondrement des hiérarchies traditionnelles, et ça on en est qu'au début. Il n'y a pas un secteur qui échappe. Les hiérarchies traditionnelles sont en train d'imploser. La hiérarchie du savoir, tous experts, aujourd'hui. Moi avant je disais souvent, avant de poser une question à un professeur émérite, j'attendais d'avoir 4 DEA. Aujourd'hui il y a des jeunes, ils se lèvent, monsieur, c'est pas pour poser une question, c'est sympathique, c'est pas monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Donc le statut de l'expertise, il y a l'effondrement de la hiérarchie du savoir, tout le monde expert, effondrement de la hiérarchie du pouvoir aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une crise des autorités explicites et même une crise des autorités implicites, nous dit Alain de Vulpian, et même la hiérarchie des avoirs. Alors ça, il faut regarder plus finement, mais quand on regarde le nouveau rapport à la voiture, notamment des jeunes urbains, quand on regarde un certain nombre de déplacements, on voit bien qu'il y a une quête de ce que j'appelle l'avoir signifiant. Que, moi, l'avoir signifiant, quand j'étais jeune, c'était le fantasme de la R25, voilà, du 4x4. Quand on est des mecs, on essaie d'avoir toujours la plus grosse, je parle de la voiture, et donc, voilà, il y a tous ces fantasmes-là, le raccourcissement du délai d'accomplissement du désir, qui est quand même bien le fond de l'économie marchande. C'est-à-dire, Ivan Illich nous expliquait qu'en voiture, on va aussi vite qu'à pied. Donc, on ne gagne pas de temps avec la voiture, on gagne du délai. Donc, raccourcir le délai d'accomplissement du désir, c'était le moteur principal. Si votre maison, comme je dis souvent, si votre épouse est suffisamment forte pour porter les sacs de ciment, vous allez chez Kiloutou et au lieu de passer 33% de votre temps de travail à financer le crédit, vous la faites vous-même, et je vous assure, ça prendra moins de temps. Sauf que vous devrez attendre 10 ans avant de pouvoir l'habiter. Donc le moteur principal, c'est vraiment le raccourcissement des délais d'accomplissement du désir, à tel point qu'on pourra aller jusqu'à acheter un iPhone en sortant du magasin, et à dire « Waouh, super, voilà, on le jette et j'achète la version suivante ». Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a évidemment, c'est bon pour l'économie, c'est formidable, c'est l'essence programmée, etc. Donc le changement de civilisation, c'est vraiment de se dire, voilà, est-ce que cet effondrement des hiérarchies, d'ailleurs, peut être, je veux dire, une opportunité, un vrai facteur. Et je pense que la crise du sens qu'elle génère, et je vais y revenir après dans ma conclusion, est une vraie opportunité, et en cela l'enjeu climatique, comme dit Marie Delmas-Marty, c'est une chance de survie. Alors, il faut le dire aujourd'hui, parce que l'enjeu climatique est une chance de survie, alors que tout le monde nous dit c'est la garantie de plonger, donc je vais développer un peu ça. Donc, hiérarchie des avoirs, hiérarchie du pouvoir, hiérarchie du savoir. Et puis ça produit un deuxième effet, qui est là extrêmement, qui est décrit dans le crépuscule des lieux, c'est le phénomène de ce qu'on appelle le morcellement des proximités signifiantes. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on essaie de faire à la Cato. Ça veut dire quoi habiter aujourd'hui? C'est quoi habiter? Notre rôle de l'université, c'est essentiellement de faire que les étudiants puissent habiter leur vie, c'est-à-dire habiter ce monde. D'ailleurs, essentiellement au départ, ils ont un sacré enjeu aussi qu'on a eu tous en adolescence, c'est d'habiter leur corps, mais habiter leur vie. Or, c'est quoi habiter? Moi, je pars souvent de cette expression, ce qui m'a amené à écrire le troisième livre, c'est différentes expériences, mais c'est surtout ma mère. Je me moquais de ces bibelots, chez moi il y a plein de bibelots, partout. Et souvent je me moquais de ces bibelots. Et chaque bibelot était renvoyé à un souvenir, à quelque chose. Et un jour elle me dit, bah écoute, arrête de rire, c'est ma façon d'aménager mon intérieur. Habiter, c'est aménager son intérieur. L'intériorité. Or aujourd'hui, quelle portance sociale, quelle portance psychique il faut pour aménager son intérieur en habitant ce monde? Alors que les proximités ont complètement explosé. Vous demandiez avant, demandez à votre grand-mère d'où tu es. Moi, ma mère, même ma grand-mère, si je me dis d'où tu es, elle m'aurait répondu j'y vais. Ah, je vois, vous connaissez même pas, j'y vais. C'est l'île des Ardennes.
Il y a un berger allemand qui s'est suicidé il y a 15 jours, tellement c'est allumé. Enfin, donc, voilà, je suis de gilet. Et si on lui avait demandé où tu seras enterré, je vous assure, à 12 ans, alors qu'elle s'est mariée avec un émigré italien, etc., elle aurait dit à Gilet. Elle y était baptisée, elle a fait sa communion. Moi, si je demande à mon fils aujourd'hui où est-ce que tu es né, ben, non, même pas, d'où tu es. Je fais, c'est quoi ta question? C'est où je suis né, où je suis allé aux études, où j'habite. Si je lui demande où il sera enterré, alors là, il s'écroule de rire par terre, il n'en sait rien du tout. C'est même pas s'il sera enterré avec sa femme. Hein. Donc, on voit bien aujourd'hui que les proximités signifiantes sont en train d'exploser. Et au fond, on a fait un petit travail d'anthropologie expérimentale. On a travaillé sur, tiens, si on définit une distance, on pourrait s'amuser à le faire, comme le nombre de mots qu'on échange avec quelqu'un par jour, quel que soit le média. C'est intéressant, l'inverse. C'est une distance, c'est 1 sur. Bon, même si là, ça converge vers 0, c'est pas tout à fait une distance, il y a des matheux parmi vous. Mais bon, on définit ça comme ça. Et ben, on est tombé sur des jeunes, si on fait la carte du monde à partir de cette notion de distance, qui sont les voisins immédiats de leurs collègues japonais ou de Los Angeles, avec qui ils travaillent toute la journée par mail, par visiophonie, tout ce qu'on veut, et leur voisin d'en face, il est à 10 000 km. Il ne lui adresse même pas la parole. D'ailleurs, faites un sondage, je vais m'en amuser, qui connaît le nom du maire de sa commune? Oui, mais si vous êtes tous des urbains à Lille et que vous avez lu La Voix du Nord, vous avez facile. Hein. Bon, faites l'expérience. Moi, je plein de jeunes, c'est qui le maire de ton village ou de ta ville? Bon. Donc, les proximités signifiantes, c'est l'endroit où on habite, le lieu des intériorités, c'est-à-dire là où on aménage son intérieur, est en train d'exploser. Et ça produit une crise du sens qui est absolument sans précédent. Je vais ramasser tout ça, rassurez-vous. Troisième phénomène, troisième récit contemporain de la modernité, c'est la question de la substitution du geste humain par celui de la machine, qui est à la fois un fantasme et une réalité. Comme dit Hannah Arendt, ça fait de tout temps, on a essayé de décharger le fardeau de l'asservissement à la nécessité, elle nous dit, c'est-à-dire en gros le travail nécessaire, indispensable à la survie. On a toujours essayé ça, d'ailleurs il y en a même qui en ont fait un privilège des aristocrates, enfin ils faisaient la guerre quand même, hein, à une certaine époque. Donc, c'est plus le cas aujourd'hui, quoique avec Trump. Et donc, on voit très bien que cette substitution du geste humain, elle est aujourd'hui, elle a commencé avec le geste physique, la main, le corps, hein, la force. Elle a continué avec le geste cognitif, de l'intelligence cognitive, algorithmique, on va dire, avec les ordinateurs algorithmiques. Et puis on voit qu'elle se poursuit, on commence à parler du geste du cœur, c'est-à-dire du geste des émotions. J'ai vu à Montréal les premières chambres pour personnes âgées dépendantes, sans soignants. Non, c'est des expérimentations. Mais sans soignants. C'est l'humanoïde qui relève la personne, donne ses médicaments, lui fait un brin de causette. Il y a des gens qui me disent, moi, présentement, je trouve c'est plus agréable d'avoir affaire à la machine. Hein, elle est d'humeur générale égale, elle ne se met jamais en colère. Heidegger nous dit, la technique réduit toujours l'altérité au prolongement de soi. C'est une question qui va être intéressante. Moi, si ma mère, qui est en maison de retraite à 3 000 € par mois, elle me dit, moi j'ai trouvé une maison de retraite où il y a que des humanoïdes, ça coûte que 1 500, là on va dire, hop, budget de la sécurité sociale, les conseils généraux, hop, voilà, parce qu'on n'a plus les moyens de financer la solidarité. Et j'ai dit, et si en plus ma mère me dit qu'elle est contente parce que les humanoïdes sont d'humeur égale, pas de problème. C'est ce que font les banques aujourd'hui. Confrontés à la concurrence de la banque à distance, ils réduisent un peu plus chaque année. J'aurais expliqué d'ailleurs que la fin du processus, c'est plus de banque. Hein. C'est comme le Titanic, il n'y a plus de banque. Il n'y a plus des processus sans sujet, comme dirait Luc Ferry. Hein. La banque devient un processus sans sujet. Bon. Donc on a plein de choses comme ça. Donc on voit bien que cette réduction du geste, cette falsification du geste humain par la technologie, évidemment, elle produit deux choses. Elle produit une chose merveilleuse, enthousiasmante, extraordinaire, qui a généré toute la croissance et tout ce qu'on a connu de bonnes nouvelles à l'époque où on ne s'interrogeait pas trop sur l'autopoïèse, c'est qu'elle augmente le geste, elle le généralise, elle l'accélère, elle le rend plus global, plus rapide, patati patata, c'est merveilleux de voir un chirurgien opérant avec une réalité virtuelle 3D et pouvant aller avec une précision absolument incroyable. Vous avez vu comme moi aux États-Unis, les projets, vous passerez un IRM haute densité et le médecin voyagera dans votre corps, c'est-à-dire il ira voir la tumeur. Bon. Merveilleux dans le champ de la santé. Substitution du geste humain par le geste technique, le geste de la machine. Mais en même temps, ça produit un deuxième phénomène qui est un phénomène de réduction. Ce ne sera jamais la même chose d'être soigné par un médecin physique et d'être soigné par un humanoïde. Aujourd'hui, on peut divorcer sur Internet. Bon, on impose aujourd'hui un avocat. Et demain, avec la justice prédictive, vous aurez un
conflit, vous direz sur Internet, le juge vous dira, si vous allez à Douai, vous avez 9 chances sur 10 de vous ramasser 5 000 € pour vous, etc. Et à la fin, vous dites, bon, top là, on prend ça, c'est validé. Donc l'émergence des processus sans sujet, aujourd'hui, elle est dans tous les domaines. Et ça va poser une question. Aujourd'hui, pas grand monde se pose. Et quelle valeur nous sommes prêts à donner à la part d'irréductible par la technologie? On appelle l'altérité. C'est-à-dire que Edmund Fels, le prix Nobel d'économie, nous dit, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, j'ai cité Edmund Fels, là, vous m'avez donné ça à moi, mais je suis loin, très très loin du prix Nobel, peut-être dans ma 3e réincarnation. Bon. Et donc, Edmund Fels dit, nous sommes en train de passer de l'efficacité productive à l'intensité créative. La raison essentielle, c'est que les facteurs de différenciation, enfin les 3 grands principes de l'économie néoclassique, c'est-à-dire facteurs de différenciation, avantages comparatifs, productivité liée à l'automatisation des processus et principes de rareté, sont tous les 3 explosés par l'évolution des technosciences et par cette substitution progressive, de plus en plus forte, du geste physique, du geste de la tête et bientôt du geste du cœur. Et donc la question, c'est comment on va se mettre ensemble d'accord pour dire qu'est-ce qui relève du bien commun, c'est-à-dire quelle est la part d'irréductible dans cette économie-là, d'où la question de l'économie de la créativité, et moi j'ajoute l'économie de l'altérité. Le concept, la seule chance, entre guillemets, la chance, je ne vais pas dire la seule, ça pourrait paraître désespérant, notre chance, c'est cette migration vers l'économie de l'altérité. Mais ça signifie une chose, et je vais arriver assez vite à la conclusion par percuter le temps, ça veut dire une révolution copernicienne. Mais pour l'instant, la laïcisation de l'économie, pas au sens religieux, je vous rassure, a repoussé la question éthique, qui n'est pas la morale, hein, je le rappelle, a repoussé la question éthique à la périphérie, c'est-à-dire dans la sphère individuelle du consommateur qui dit, moi, j'achète en cycle tour, j'achète des électrons verts, enfin, j'en sais rien. Et on a repoussé ça là. Et l'économie, elle, c'est homo economicus, je fais des choix rationnels coût-bénéfice. Ensuite, c'est dans la sphère privée que j'introduis la dimension éthique. Est-ce qu'on est vraiment sûr que dans ce modèle, nos sociétés vont être capables d'affecter à ce qui relève de l'altérité, c'est-à-dire de la relation vraie, d'homme à femme, de femme à homme, etc. Est-ce qu'on va y affecter une valeur? C'est vrai pour la justice prédictive, c'est vrai pour la médecine. Moi j'ai un collègue qui a expérimenté chez un médecin belge la fameuse tablette qui n'est pas un QCM, hein, qui permet de rentrer dans la salle d'attente, on vous donne la tablette, et puis la tablette cause avec vous. Vous êtes là pourquoi? J'ai de la fièvre, combien? Elle est connectée à votre dossier médical, elle vous pose des tas de questions, etc. Et puis, elle élabore avec vous ce qu'ils appellent un pré-diagnostic. Il rentre dans le cabinet du médecin, qui lui montre un grand écran, avec plein de camemberts et tout ça. Puis il dit, voilà, le pré-diagnostic est fait, pas de problème. Voilà, parce qu'en même temps, elle est connectée à des cohortes, qui savent qu'il y a une épidémie de gastro, enfin, etc. Donc il dit, pas de problème. Et le médecin lui dit, c'est une histoire vécue, il vient vous le raconter là. Oh, c'est incroyable ce truc-là, il vérifie 2-3 trucs quand même. Hein. C'est incroyable ce truc-là, j'ai réduit à 5 minutes la durée moyenne de mes consultations. C'est extraordinaire. On est compte pour le budget de la sécurité sociale. Mais en même temps, moi, peut-être que ce que j'aurais préféré, c'est qu'ils disent formidable. J'ai réduit à 5 minutes la partie diagnostic technique, là on a réglé votre problème de gastro, dans 3 jours c'est fini. Si on parlait de vous, on parlait de votre santé, si on discutait de l'approche holistique de votre santé, et non pas seulement vous avez une gastro en ce moment, etc. etc. Donc on voit bien que ce problème de la réduction, à la fois de l'extraordinaire développement et en parallèle de la réduction du geste humain, va nous poser une question, c'est qu'est-ce qu'on va définir comme la part d'irréductible? Et c'est là, et je vais conclure là-dessus, que l'on a au fond une chance extraordinaire, c'est que l'humanité, au fond, est en train, pour la première fois de son histoire, de prendre conscience, par rapport à ce que François Nobel appelle l'holoptisme, c'est-à-dire ce fait que nous soyons à la fois en permanence plongés dans le local et plongés dans le global, c'est ça qu'il appelle l'holoptisme, Internet y est pour quelque chose, nous amène à prendre conscience que nous sommes nos propres ennemis. C'est-à-dire qu'avant, on avait les conquérants, on avait les ennemis, pouf, ils nous envahissaient, pouf, ils nous massacraient, donc on avait la... Mais là, nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Or, qu'est-ce qui peut faire de cette guerre avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous commencions à penser l'humanité comme mortelle? Eh bien, il faut savoir qu'au fond, c'est chez Lévinas et plein de philosophes, l'altérité qui consiste à penser soi-même comme mortel, hein, nous sommes tous des en train de mourir hein, dès que nous naissons. Et cette relation dans une altérité vraie à l'autre qui est aussi en train de mourir, Lévinas nous dit,
c'est l'émergence de l'éthique, de l'infinie transcendance du visage de l'autre chez Lévinas. Et chez Jürgen Habermas, c'est ce qu'il appelle l'agir communicationnel, c'est-à-dire cette mise en conférence sur ces questions d'interdépendance qui fait jaillir l'éthique. Et donc c'est une chance pour nous que cette humanité, dans sa globalité, soit dans une montée en conscience sur le fait que nous sommes tous individuellement porteurs d'une part d'universel, avec cette forme d'holoptisme qui est extrêmement fort aujourd'hui, ce rapport du local au global. Et donc nous devons jouer ça comme une chance pour favoriser ce transfert, ce transport d'une civilisation de la réduction, d'une civilisation de la raisonnement, vers ce qu'un certain nombre de penseurs, comme Mireille Delmas et plein d'autres, ou Vivray, Patrick Vivray par exemple, qui est vraiment la civilisation de l'alliance. C'est-à-dire notre seule chance de faire que la post-humanité ne soit pas, comme dit Patrick Vivray, une sous-humanité, mais soit une pleine humanité. Voilà. Et donc, et je termine sur la catho, ce que nous essayons de faire modestement, c'est travailler là-dessus. Or, pour travailler là-dessus, ce n'est pas des cours, ce n'est pas de la recherche, c'est l'expérience. Comment nous permettons aux étudiants d'habiter notre campus comme une expérience, c'est-à-dire comme une façon d'aménager leur intérieur. Parce que notre rôle d'enseignant ou d'universitaire, c'est quoi? C'est de stimuler cette alchimie extraordinaire, merveilleuse, qui permet de passer de la donnée et de l'information à la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une infobésité absolument incroyable, et quand nous faisons des cours inversés, ou que nous travaillons sur la pédagogie expérimentale, on peut dire « il faut joujou, qu'est-ce qu'il faut ?» Non. L'intérêt du pas de côté que nous faisons faire à nos professeurs, c'est que n'étant plus en charge du transfert des savoirs formels, c'est renvoyé à des serious games, des accès à des MOOC, etc., leur permet de voir quels sont les dispositifs de coélaboration de la connaissance utilisés par les étudiants et de repérer les questions de discernement, etc. Comment ils passent de l'information à la connaissance, comment ils apprennent à vérifier les sources, comment ils apprennent à ne pas mélanger des statuts épistémologiques différents, un avis fondé scientifiquement avec une opinion d'un gourou de je sais pas où, mixé avec une vidéo qu'ils ont trouvée sur un site, etc. Et on touche tout ça et on en fait de la connaissance. Non. Donc ce passage de l'information des données à la connaissance, c'est fondamental. Et puis après, le deuxième passage, et là vous allez reconnaître un peu notre marque, c'est le passage de la connaissance à la sagesse. Alors, bon, il faut parfois un peu de temps, moi je ne suis toujours pas arrivé à 64 ans, pour revenir. Enfin bon, j'avais aussi une ordonnée à l'origine qui était très... Bon. Et puis après, vous avez le passage évidemment de la sagesse à la spiritualité, et je ne parle pas de religion, je parle de la spiritualité. Et donc comment on accompagne ce chemin-là? Eh bien, il n'y a pas de solution, ça ne s'enseigne pas. On peut dire, monsieur, venez, je vais vous apprendre la sagesse. J'étais encore un gourou, je ne sais pas quoi. Mais non, c'est l'expérience partagée. Donc, la façon d'habiter un campus devient plus apprenant. Je m'excuse, je vais peut-être choquer les enseignants-chercheurs parmi vous, mais devient pour moi plus apprenant aujourd'hui que le transfert de la connaissance formelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans importance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à la stimuler, à la générer dans des laboratoires, que l'excellence académique n'a plus d'importance. Je dis simplement que la diffusion de l'excellence académique aujourd'hui est de plus en plus facilitée par les systèmes. L'enjeu, il est sur le discernement. Et le discernement se construit dans l'expérience. Et donc, ce que nous cherchons à faire, nous en a parlé, et quelqu'un s'interrogeait sur le côté opérationnel, je vous rassure, le rhizome sera bien ouvert dans 3 mois, nous visons 0 carbone en 2021, c'est accessible, on travaille avec Dalkia, EDF, c'est accessible. Pourquoi? Parce qu'on a de la chance, on a différents alignements de planète, notamment le réseau de chaleur qui va passer 70% décarboné en 2020, ça c'est Dalkia, il reste 30%. Bon. Ensuite, on a une rivière souterraine à 13 degrés, on va essayer de la capter et de mettre de la géothermie et de la pompe à chaleur. On va travailler sur du double flux en rénovant complètement nos systèmes, et il va nous rester un résidu qui sera probablement autour de 5-7%, on est en train d'y travailler. Bon, bah là, c'est pas compliqué, soit on fera le truc un peu bateau, qui consiste à acheter des électrons verts, même si on sait bien qu'il n'y en a pas des plus verts que d'autres, mais enfin, ça stimule quand même l'opérateur. L'autre solution étant de passer un accord avec nos grands partenaires comme Auchan et de produire par des parapluies parking de solaire l'équivalent des 7%, que là, évidemment, on sera obligé de revendre à EDF pour racheter de l'autre côté, puisqu'il y a un problème de stockage, évidemment, et de transport. Mais on sera à 0 carbone en 2021. Mais le but, c'est pas de dire « Ouh, on est 0 carbone !» C'est que tout ça soit dans le démonstrateur où l'étudiant, quand il rentre dans le cœur de campus, il soit dans l'expérience de ça. Et qu'il puisse toucher, mettre ses mains dans la soupe. Alors c'est très dangereux, parce que nos ingénieurs disent « Oh, s'il touche à un truc, s'il fait péter le machin, t'imagines, les smart grids. » Je m'en fous. Parce que de toute façon, demain, il sera aussi là-dedans. D'ailleurs, on n'arrivera pas demain
par les énergies renouvelables à fournir exactement la même garantie, la même sécurité, le même confort avant quand même quelques années. Donc il va falloir un peu de résilience. Ben, donc on va l'habituer à la résilience. Voilà. Pas qu'on va lui acheter des bougies, mais on va l'habituer à la résilience. Donc comment on travaille sur l'expérience étudiante? Et c'est là où les chercheurs, et je termine sur cet enjeu pour moi de la formation et de la recherche, poser d'ailleurs la question comme ça, et à mon avis mal la poser. Parce que ça introduit une typologie, une taxonomie, formation, recherche, qui est très traditionnelle, comme quand on parle de transfert. Voilà, la pensée gaulienne, je mets 3 milliards dans la physique et j'obtiens les centrales nucléaires, je mets 2 milliards en microélectronique et j'obtiens les micro-ordinateurs. Excusez-moi, on n'en est plus là. Aujourd'hui, l'innovation, c'est la pensée en écosystème. Il faut toujours des chercheurs de grand niveau théorique qui travaillent sur les grands verrous technoscientifiques. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de ça. Mais en même temps, la question de l'innovation, elle est au cœur des écosystèmes impliquant tous les acteurs de l'innovation. Donc on veut mettre les étudiants, les chercheurs, les gens du quartier, tu as parlé de Sommel se connecte, les ingénieurs, etc. Comment on se met en écosystème et comment on se met en conférence en disant est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts, au fond, à faire la révolution copernicienne dont je parle, c'est-à-dire non plus l'éthique, en général, notamment l'éthique de la préservation de la planète et de la préservation, vous savez, c'est, comment il s'appelle, Groucho Marx, je crois, c'est marrant parce que je l'aimais assez bien ce type-là, qui aurait dit, mais tout ça est à vérifier, voilà, je ne dois rien aux générations, enfin je ne vais pas préparer les générations suivantes puisqu'elles, elles ne m'ont rien apporté. Voilà. Quelle connerie, enfin. Il suffit que je regarde les yeux de ma petite fille qui a 4 ans et je dis Groucho Marx, quelle ânerie. Bon. Mais ceci étant, comment on se met dans l'expérience concrète, espérante, d'avoir un terrain de démonstrateur avec des chercheurs, avec des étudiants, qui permet au fond de construire cette apprenance, ce passage de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse, dans une économie où nous aurions replacé l'éthique au centre et repoussé la question économique. Je ne parle pas de la question de la production de richesse, je parle de la question économique au sens traditionnel du terme, à la périphérie. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir été trop long. Merci Pierre. Si vous voulez, il nous reste une dizaine de minutes pour quelques questions. Si... Je crois que... Une question, Gravelier? On peut essayer de formuler des choses, mais c'est... Bon, il faut de l'indulgence, vous comprenez bien, parce qu'il y a des choses dont on a l'intuition et on ne sait pas forcément bien les formuler, mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi j'aime beaucoup ce postulat de l'espérance, enfin finalement c'est vrai qu'on est devant des changements qui font peur parfois, je l'ai un peu dit dans l'introduction, mais ce postulat de l'espérance, cette herméneutique, je dirais même, me semble nécessaire et bienvenue. Donc merci pour ça, parce que vous l'avez bien transmis. Après la question, là où je sens bien que personnellement j'ai un peu une résistance, mais c'est l'éducation qui est là, sûrement, c'est... alors, comment exprimer ça? J'ai envie de partir de... Pour moi, le corps, voilà, le corps, c'est un peu le sanctuaire de la liberté, de l'individualité, et donc du sujet. Et on voit bien dans tout ce qui se passe aujourd'hui que cette notion-là est quand même, allez, je vais dire le mot propre, interrogée, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, voilà, la question que je veux poser, c'est que cette notion du corps n'est-elle pas à redéfinir, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le corps n'est pas simplement la chair, les atomes qui me constituent, c'est autre chose. Ça va justement, ça tient compte de ce que Internet nous apprend, de ce que ce maillage, cette conception en réseau nous apprend, mais en même temps, vous l'avez dit aussi, il y a des risques de ce côté-là. Et là où moi j'ai un peu de mal, c'est justement, on peut le voir aussi sur le plan, comment dire, au niveau des États, etc., c'est que on peut voir aussi les frontières disparaître. Et on se dit aussi que les démocraties, à cause de ça, peuvent disparaître. Enfin, c'est des vieilles notions. La démocratie, c'est au sein de frontières. Et c'est pareil pour l'être humain. Donc cette notion de corps et de limite m'interroge. Comment la dépasser en même temps en intégrant tout ce qui se passe aujourd'hui de nouveau. Voilà. Vous avez trop lu Régis Debray, vous, Éloge des frontières? Même pas. Il y a plein de questions dans ce que vous dites. Je pense que le changement de paradigme, par définition, c'est le changement des frontières, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres frontières, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres frontières qui vont émerger. Effectivement, il y a de toute évidence un changement de paradigme qui bouleverse nos cadres de référence. C'est pour ça que je dis souvent, nous ne sommes pas en train de plonger dans l'inconnu.
L'inconnu, ça fait très longtemps qu'on sait travailler avec l'inconnu. Nous sommes en train de rentrer dans l'inconnaissable, c'est très différent. L'inconnaissable, ça veut dire que nos modèles mentaux ne nous permettent pas de penser ce qui est en train de devenir. C'est-à-dire qu'il y a une telle rupture de paradigme, on le voit bien, tous les paradigmes sont interrogés. Le paradigme politique, en ce moment j'en discute, c'est quoi? Paradigme politique, j'annonce une feuille de route, je produis des schémas, et ensuite je rends compte devant la démocratie de mes résultats pour ensuite être élu ou pas. Sauf que Tocqueville a bien montré que la démocratie ne fonctionne que si la démocratie apprend à éduquer ses peuples. On en est où aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est dans un piège de la démocratie quand on voit effectivement des formes de barbarie renaître, y compris sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc au fond, on a failli, la démocratie d'une façon globale, aux États-Unis et partout ailleurs, a failli dans la condition indispensable pour que la démocratie soit la moins mauvaise ou la meilleure des solutions, c'est l'éducation des peuples à la démocratie, justement. Or aujourd'hui, je m'excuse, je ne veux pas avoir un discours trop catastrophiste, mais enfin quand même, on est face à des bouleversements par rapport à ça, on a l'impression qu'il est encore loin de la coupe aux lèvres. Bon, il y a un enjeu phénoménal. Allez, on va couper les micro-électorales. Nous, on vient de faire un test sur le Voltaire, qui est un test un peu de base sur la maîtrise du français, de base, c'est-à-dire le langage. Vous savez, Hannah Arendt dit, je vous conseille vraiment la lecture de Conditions de l'homme moderne, elle dit le pire qui va arriver, elle ne dit pas qu'il pourrait arriver, elle dit le pire qui va arriver, c'est la fin du langage. C'est ce moment où les machines parleront à la place des humains. Là, nous serons dans la barbarie, enfin, tout le travail qu'elle a fait après. La question du langage, de la langue, et il faudrait presque déclencher un plan Orsec. Enfin, s'il y a vraiment un truc où il faut mettre, je ne sais pas combien de milliards pour un plan Orsec, c'est la question de la langue. Bon. Parce que la langue, c'est quoi? C'est l'accès à la nuance, c'est l'accès à la modération, c'est l'accès à l'altérité vraie, c'est à la capacité d'écouter l'autre, etc. Donc ça, c'est vraiment dramatique. Mais je ferme la parenthèse là-dessus. Je dis aujourd'hui, ce que vous développez, c'est que effectivement, devant ce monde de l'inconnaissable, eh bien, il va falloir qu'on change complètement toutes nos postures, y compris la posture démocratique. La démocratie collaborative n'a rien à voir avec la démocratie représentative. La démocratie collaborative, ce sont, comme le dit Rodier, des écosystèmes locaux, on dit local, qui travaillent sur des enjeux très locaux, mais connectés aux enjeux globaux. On peut parler de Fourmi, de Los Angeles, d'Arquette, je peux prendre plein d'exemples, le campus de la Cato. La glocalisation du monde est une alternative à la façon dont on a pensé jusqu'à maintenant la démocratie. Mais si en même temps on n'est pas capable de penser chemin faisant, comment on travaille avec ces réseaux d'influence, avec cette complexité, cette vision un peu holistique de la société, et bon, on va dans le mur, parce qu'il y en a qui voudraient revenir au monde d'avant, hein, mettre de l'ordre dans cette cour de récréation. Comme je dis avec Eric Orsena dans mon deuxième livre, la fulgurante recréation. Il y en a qui veulent, au fond, organiser la classe dans la cour de récréation. Et je leur dis, mais à ce moment-là, il n'y a plus de cour de récréation. Voilà. Alors après, il y en a d'autres qui disent, c'est pas grave, il n'y a qu'à laisser le bordel dans la classe, on n'a qu'à y mettre la cour de récréation. Mais attention, la classe, je rappelle que c'est le sens qui nous précède. La classe, c'est le surmoi. C'est la transmission des codes, c'est la transmission d'une culture au sens général, hein, je ne suis pas là, entendons-nous bien. Donc, c'est ça la classe. Et donc de dire la classe va devenir la cour de récréation, je rappelle que la cour de récréation, c'est un terrain formidable, on le voit sur Internet. C'est le terrain du jeu, JEU, le terrain du jeu, JE, le terrain de la résilience, c'est là où on organise des résiliences, voilà, le terrain de la créativité, de la co-création. Mais c'est aussi le terrain de la loi du plus fort, du racket, etc., etc. Donc si la classe ne met pas quelques rives au fleuve, on va avoir des moments difficiles. Donc la question, c'est comment on réinvente tout ça, voilà, dans des modèles qui nous échappent. Et quant au corps, je pense que vous avez complètement touché du doigt la question fondamentale, c'est que, et d'ailleurs nous les chrétiens et les catholiques, on a une responsabilité là-dessus. D'ailleurs on a comme unité des négationnistes, alors si mon évêque m'entend dire ça, j'espère qu'il ne regarde pas la télé, mais dire, la séparation de l'esprit et du corps, on en a fait, hein, et le refus du corps, enfin on connaît tout ça. Or aujourd'hui, la Nouvelle Alliance, et relisez, je ne vais pas faire de la publicité, le date aussi, l'encyclique, la Nouvelle Alliance, au fond, au sein de la société des hommes avec la nature, puisqu'on a eu tellement peur, nous, de cette vision un peu panthéiste, on en a tellement eu peur qu'on a passé notre temps à considérer la nature, regardez dans l'Ancien Testament, qu'il fallait domestiquer. L'homme était là pour domestiquer la nature, pour l'utiliser à ses propres fins, etc. Voilà. Cette période, c'est une vision qui nous conduit dans le mur aujourd'hui. Donc on est dans une vision de l'alliance, au sens de l'alliance, et quand le pape dit, et c'est pas du prosélytisme que je vous fais, c'est pour dire qu'il y a une vraie rupture, quand il dit s'occuper de la maison commune, ce n'est pas s'occuper de la maison pour faire en sorte qu'elle continue de nous chauffer, de nous nourrir. Il dit s'occuper de la maison commune et s'occuper de notre humanité, c'est la même chose.
Je pense que la question du rapport au corps procède de la même chose, de la vision réductionniste. Il y aurait un cerveau, il y a même des Chinois qui pensent faire une greffe tête-corps, vous avez vu, hein, voilà. C'est hallucinant, enfin j'en parle à des médecins, c'est hallucinant de penser qu'il y aurait une espèce de dichotomie, où, voilà, comme dans un ordinateur, je vais changer l'unité centrale. Hein, et, voilà, donc vous êtes exactement également sur la question, c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit très très fort renaître la question du corps. Parce que des gens sont conscients aujourd'hui que se soigner par les plantes, moi je dis souvent ça, bon, j'ai plein de gens à la maison qui m'emmerdent avec qui sont des soins des plantes, moi qui sont un hyper rationaliste, mais ce dont je suis conscient, c'est que si on crée des gélules qui ont la composition chimique exacte à la molécule près de la plante, ce ne sera jamais la même chose. Parce que la plante porte quelque chose de plus qu'elle-même, c'est sa dimension ontologique. Et quand j'entends un scientifique, je me suis un peu engueulé la semaine dernière, qui me dit « vous m'emmerdez avec les OGM, il y a des milliards de mutations dans la nature chaque jour », il faut oser dire ça. Je dis « mais la grosse différence, monsieur, il devrait lire les théories sur ce qu'on appelle les nouvelles théories là, du mathématicien sur l'évolution et l'apprenance, hein, qui montrent d'ailleurs que les systèmes darwiniens, les systèmes qui percent et qui fonctionnent, c'est des systèmes qui sont apprenants. Et la seule différence, c'est qu'il y a une différence entre une mutation génétique à un endroit donné qui va rentrer dans un cycle d'apprentissage de son écosystème, et le fait de répartir sur des hectares d'un seul coup et de façon massive une mutation génétique. Vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose, c'est pas vrai. Et bien tout ça, je pense qu'il était sincère le type, parce que tout ça procède de cette vision mécaniste, réductionniste, en disant voilà, il y a les systèmes commande-contrôle. Non, la réalité est holistique, elle est incroyablement complexe. Et ça renvoie à la question du rapport au corps. Pierre Georgignon, on a encore une dernière question ici. Je m'excuse, je suis trop long, mais ça c'est un sujet qui me passionne. Oui, merci pour votre exposé. Alors, je ne veux pas faire une remarque de haut vol, on va dire, à teneur philosophique, bien que j'ai énormément de points d'accord avec votre exposé. J'ai également quelques blocages liés notamment à l'influence de la pensée psychanalytique dans tout votre discours, puisque bon, on va dire que la psychanalyse, dans le débat intellectuel aujourd'hui, il y a quand même une réelle perte de vitesse quand même. Ça fait des décennies, enfin bon. Non, c'était plutôt très terre à terre vis-à-vis de votre projet zéro carbone en 2021. Juste dire que, faut préciser, c'est zéro carbone, globalement, chauffage, électricité. Ok. Donc, ça c'est une chose, parce qu'il y a toutes les autres choses, toutes les autres activités, vous achetez des trucs qui sont... Voilà. Deuxièmement, zéro carbone, même pour des panneaux solaires, c'est jamais zéro carbone, puisqu'ils seront produits la plupart du temps en Chine. On montre aujourd'hui qu'acheter un panneau en Chine et le faire fonctionner en France est contre-productif du point de vue de bilan carbone. Donc, voilà, c'est juste une précision que je voulais vous dire. Quand vous dites zéro carbone, il y a quand même énormément de raccourcis. Voilà. Merci. Bien sûr qu'il y en a. Mais en même temps, moi je lutte tous les jours, je ne dis pas que c'est votre cas. Hein. Comment vais-je dire ça? Les castrateurs de l'espérance. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on tombe dans les choses fausses. Et excusez-moi, on lutte en face avec les médias, qui ont quand même un sacré pouvoir médiatique sur un certain nombre de sujets, et donc on est obligé de temps en temps d'avoir un peu de slogan espérant. Donc il ne s'agit pas de tomber dans la naïveté, mais moi j'ai vu aussi un capteur solaire datant de 57 qui est toujours en service aux États-Unis pour alimenter une ligne téléphonique. On est en 2017, donc ça fait quand même 60 ans qu'il existe et c'est toujours le même, il n'a pas bougé. Donc, moi je dis faisons attention, on doit effectivement trouver une espèce de juste équilibre entre raconter des balivernes et dire, voilà, on avance et on essaye de faire notre part du job. Voilà. Donc moi je suis un gros colibri, vous avez remarqué, voilà, et on essaye de faire notre part du job. Après, de dire, oui, mais tout ça c'est du greenwashing, je suis désolé, on y a mis 200 millions d'euros, il fallait les trouver. Hein. Alors nous, les cathos, on réinvestit tout ce qu'on perd. Hein. C'est un principe économique. Donc, et puis on a les sièges de Saint-Triton en cas de problème. Mais en même temps, si vous voulez, de se mettre sur ce chemin d'une alternative aujourd'hui progressive, qui effectivement est encore loin d'être parfaite, où on a encore des modèles à affiner, où on a les problèmes des terres rares. Mais je rappelle quand même que grâce à ce qu'on commence à faire sur le solaire, vous commencez à avoir des gens qui travaillent par exemple sur la filière silicium, avec un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire les capteurs à base de nanophiles. Et moi je suis convaincu que encore peut-être quelques années, on va voir émerger des choses sur ce sujet-là.
dans le recyclage, par exemple, des métaux rares dans les capteurs, dans la production à base de silicium. Mais pour ça, il faut que les gens aient de l'espoir. Si on leur dit que vous avez vos conneries de capteurs solaires, de toute façon c'est fait en Chine, il faut qu'on leur donne de l'espoir. Et qu'en même temps, évidemment, on trouve des solutions suffisamment à temps. Parce que je rappelle quand même que l'alternative, c'est quoi? C'est la 16 complète. C'est de proposer. Moi j'ai 64 ans, j'ai pas de problème pour proposer la 16. Quand elle sera atteinte, je serai mort, hein, pas de problème. Mais la 16 complète, comme certains, et je dis pas que c'est votre cas, me disent attendez, zéro carbone c'est inaccessible. Alors il y a deux solutions. Il y a ceux qui disent bah, écoutez, comme c'est foutu, autant fumer par les deux bouts et brûler la bougie par les deux bouts. Ça, vous avez déjà cette réaction-là. Je dis écoutez, comme c'est foutu, regardez, même les capteurs solaires, ils sont faits en Chine, même les éoliennes, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc votre truc, c'est du pipeau, c'est inatteignable. Comme moi, j'ai pas envie de me faire chier avec une vie à 2 balles, qu'est-ce que je fais? Eh ben, allons-y. Hédonisme, dépenses sans y compter, autant brûler par les deux bouts. Donc je dis souvent, si l'innovation, c'est accélérer la vitesse avec laquelle on va dans le mur, ça aura un avantage, c'est qu'on souffrira moins. Voilà. Donc, face à ce discours-là, comment on développe un discours le plus réaliste possible, qui a bien conscience qu'il y a un peu d'imposture quand on dit zéro carbone, mais je me dépêche très vite de dire on est sur zéro carbone, production électrique, sur un certain nombre de mégawattheures, etc. C'est un premier pas. Si ça conduit des jeunes, parce que vous savez, les gens de notre âge, c'est difficile de les transformer. Les vrais changements, c'est les changements de génération. Si ça conduit à des changements de génération qui se disent voilà, il y a une autre façon d'appréhender la question de la consommation de l'énergie, il y a une autre façon de faire monde, parce que c'est ça l'important qu'il y a derrière, il y a une autre façon de faire monde. Eh bien, je pense qu'on aura franchement déjà fait quelque chose, et surtout, arrêtons de désespérer bien en cours. Voilà. Grand merci. Pierre Georgini.